Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au sujet des rétrocessions pour les conseils en investissement financier, un modèle qui existe en France mais qui pourrait être remis en cause par des discussions au niveau de la Commission européenne et notamment par une consultation publique, la Retail Investment Strategy. Nous en parlons tout de suite avec Benoît Lombard, président de Maison Laplace. Bonjour Benoît Lombard. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, c'est un sujet qui anime la Commission européenne, ou plus particulièrement la commissaire européenne aux services financiers, Mairead McGuinness, qui a lancé en 2021 une consultation publique, Retail Investment Strategy, une consultation globale, mais qui contient notamment cette idée de suppression potentielle des rétrocessions pour les conseils en investissement financier, en prenant comme exemple, par exemple, le Royaume-Uni ou les Pays-Bas. Et c'est un sujet qui n'est pas nouveau, mais cela pourrait aller au bout. On n'a pas encore les dates définitives, mais il y a une possibilité qui ferait qu'au niveau européen, on pourrait supprimer les rétrocessions. Avant de revenir sur le sujet actuel, est-ce qu'on peut revenir sur la chronologie des faits et sur le fait que ce sujet soit revenu sur la table au niveau européen, Benoît Lombard? Un vrai sujet. Mais un sujet, c'est vrai qu'il y a une espèce de serpent de mer, puisque l'on sait que les directives MIF 2, qui encadrent la distribution de produits d'investissement financier, dès l'instant où ce sont des titres, qui s'est appliquée en France en 2018. Après, on a eu la DDA, la directive sur la distribution de produits d'investissement assurantiel, PIF, donc financier, PIA, produits d'investissement assurantiel, DDA. Et 2018 aussi l'application. Et à l'époque, je m'étais beaucoup investi pour essayer de lutter contre quelque chose qui me paraissait complètement farfelu et qui était un échec. Vous visiez l'Angleterre et les Pays-Bas, c'est un échec. Donc on aura l'occasion d'en reparler, la RDR. Ce qui n'est pas forcément le point de vue de Mairead McGuinness, mais on pourra en reparler effectivement. Le point de vue de Mairead McGuinness, il n'est pas encore complètement officiel. On en reparlera aussi. Et donc là-dessus, il n'y avait pas eu d'interdiction de rétrocession. Pour peu, bien évidemment, que le modèle sur lequel nous reposons, et pour rentrer dans le détail, dès l'instant où on est conseiller d'investissement financier non indépendant, au sens de MIF 2, les rétrocessions sur les produits d'investissement financier ne sont pas interdits. Je ne parle que des produits d'investissement financier, puisque la DDA, elle, n'en parle pas du tout. Bien sûr. Interdiction en tant que telle. Donc, dès l'instant où ça s'est appliqué en France, on pouvait se déclarer non indépendant au sens de MIF 2. Et puis, pour peu que, et ça, c'était notre fer de bataille, c'est toujours le fer de bataille de l'ensemble, on va dire, des associations qui représentent les intérêts des conseillers d'investissement financier, mais non seulement des CIF, mais aussi des épargnants, c'est que, dès l'instant, on est transparent, où il n'y a pas de conflit d'intérêts, où c'est encadré, où c'est disclosé, comme on dit, sans avoir ce néologisme anglo-saxon. C'est ça. Il n'y a pas d'interdiction. Le modèle, c'est on peut toucher des rétrocessions venant des distributeurs de produits, c'est transparent vis-à-vis de l'épargnant, et c'est comme ça que se rémunère le conseiller en investissement financier qui du coup ne facture pas à son client d'honoraires de l'autre côté. Bien sûr. Alors, règlement général de l'AMF, l'article 325.6, nous le dit, dès l'instant où le CIF, qu'il soit du reste indépendant ou non indépendant, doit avoir un caractère à l'égard de son épargnant, à l'égard de son client, clair, honnête, loyal. Et donc, on s'inscrit bien évidemment dans ce contexte-là. Donc, on est à la fois transparent, on dit ce que nous gagnons, on est à la fois, on disclose, on lui dit combien on gagne, on lui dit quel est notre mode de rémunération, on lui dit combien on gagne. On peut avoir un système hybride en France, commission versée sur des rétrocessions, mais aussi des honoraires. Et on est transparent vis-à-vis du. Mais surtout, on lui délivre un conseil dans le temps. Et MIF 2 nous avait dit à l'époque que qu'il n'y avait pas d'interdiction de commission dès l'instant où elle visait à améliorer la qualité du service. La DDA, quant à elle, ne parlait pas d'interdiction, et elle dit les commissions sont autorisées dès l'instant où elles ne nuisent pas aux intérêts du preneur d'assurance. Alors, c'est deux notions différentes. Quand même. Ça, c'est 2018. Si on va en 2021, cette Retail Investment Strategy, cette consultation publique... On va peut-être s'arrêter en 2018, parce que ça fonctionne. Et je rappelle que l'Union européenne, c'est 27 États membres. Dans les États membres, maintenant 27. En 2018, on était 28. Ouais. Puis il y en a un qui fait exit. Le Brexit. Bien sûr, les Britanniques, ils sont partis. Donc on n'est plus que 27. Notamment un État qui a interdit les rétrocessions. Le Royaume-Uni, où eux, ils avaient appliqué la RDR, leur application de régulation en 2013, pour faire face, il est vrai, localement, à des excès. Et là, on a complètement interdit les rétrocessions. Mais il s'en est suivi quoi ? Il s'en est suivi un appauvrissement de la qualité du conseil. Il s'en est suivi aussi un élément qu'on ne met pas assez en avant, c'est-à-dire l'accès au conseil par le biais d'honoraires à la clientèle la plus fortunée. Et donc, un rétrécissement, comme peau de chagrin, j'allais dire, du conseil destiné à des épargnants qui étaient
qui se laissaient aller, j'allais dire, acheter des produits sans aucun conseil. Or, je rappelle qu'en France, il y a un point fondamental, c'est qu'il n'y a pas de vente de produits d'investissement financier ou assurantiel sans conseil. Cette position est une vieille position qui a été soutenue par la France, ce qui n'est pas le cas dans tous les États membres de l'Union européenne. Donc on disait qu'on était 28. Exit, Brexit. Donc il reste les Pays-Bas. Il reste les Pays-Bas. Les Pays-Bas, ils ont interdit aussi. Mais le seuil d'accès, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé au Royaume-Uni, ou aux Pays-Bas, le seuil d'accès à du vrai conseil, et Dieu sait que c'est compliqué, on pourra en parler après, c'est à peu près 120 000 livres au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni. Et c'est 500 000 euros. Aux Pays-Bas. Pays-Bas. D'accord. Ouais. En France, l'encours moyen pour un CIF, il y a un peu plus de 5 000 CIF, donc il est par client de l'ordre de 120 130 000 euros. Donc ce que vous dites, c'est que quand on supprime les rétrocessions, mécaniquement, ça devient un conseil pour les plus riches, c'est ça? Mais qui va payer le conseil? Parce que ce n'est pas uniquement une allocation d'actifs dont on parle, mais il y a une allocation d'actifs. C'est une stratégie qui se planifie pour préparer, Dieu sait qu'on en parle actuellement, sa retraite, avoir de l'épargne suffisante pour un projet de vie, pour financer les études des enfants, pour s'offrir une résidence secondaire, pour s'acheter une résidence principale, pour financer sa retraite, pour financer une action qui nous serait chère. Eh bien, ce conseil s'inscrit dans le temps. On définit l'orientation de gestion, on définit le scoring de risque, on vérifie l'adéquation du risque avec le produit à l'instant T, on adapte l'adéquation financière, on adapte l'adéquation financière avec l'environnement macroéconomique. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, je rappelle la dernière 2022, 2 cracks. Crack obligataire, crack action. On voit un peu les incidences qui existent sur la remontée des taux. Qui conseille l'épargnant? En France, pas, et je reparlerai de la position de la DGT après, pas de vente de produits d'investissement financier ou essentiel sans conseil. Donc le conseil, il faut le payer. Mairead McGuinness s'est exprimé récemment et estime que les coûts des produits financiers ont chuté au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, puisque justement ce système de rétrocession fait que les coûts sont plus élevés quand on rémunère finalement le conseil en investissement financier de cette façon-là, et que c'est porté indirectement sur l'épargnant. Je vous crois, mais ce n'est pas ce que dit une étude de KPMG, et j'ai repris les chiffres. Le coût en France pour un produit, un fonds action, il est de 2,04%. Aux Pays-Bas, il est de 1,93%. Mais 500 000 euros, le seuil d'accès. Il faut savoir de quoi on parle. Au UK, au Royaume-Uni, il est 2,50%. Donc, on voit que UK, c'est carrément plus cher. Pays-Bas, mais avec un seuil d'accès beaucoup plus élevé, c'est 0,10 de plus. Donc, c'est pas vrai. Donc, KPMG, une étude qui a été diligentée par les associations représentatives des CIF en France, nous a amené ce résultat. Et on sait aussi que dans ce qui a présidé à l'idée qui a été développée le 24 janvier par Mairead McGuinness d'interdiction de rétrocession, une idée qui n'est pas encore officielle. Oui, bien sûr, on est effectivement dans les discussions, dans les effets d'annonce. Exactement. Cette idée-là repose sur une étude qui, elle, est partie sur un socle, une assiette, on va dire, de consultation qui s'est avérée erronée. Bon, donc la méthodologie, elle est à revoir en la matière. Donc j'invite Mairead McGuinness et la Commission européenne à vérifier ses sources. Donc ça ne coûte pas plus cher un système de rétrocession aujourd'hui, ça ne vient pas gréver le rendement. Je vais vous dire que ça coûte, moi. Et du reste, l'AMF, vous savez qu'on a des FRACIF, des fiches de renseignement approfondies des CIF, et puis on doit, chaque CIF, les 5000 CIF en France, les renseigne. Et puis, bien évidemment, l'AMF, à qui on donne ces fiches de renseignement approfondies, émettent un rapport qui est public tous les ans. La rétrocession sur des produits d'investissement financier, en moyenne, sont de 0,32. Alors 0,32 sur un encours moyen, admettons, par client, entre 120 et 150 000, ça coûte le prix d'un abonnement à la fibre par mois. Est-ce que pour le prix d'un abonnement à la fibre par mois, on est capable de se priver d'un conseil qualitatif? Les conseillers en investissement financier en France, ils sont multidiplômés, ils ont tous des bacs plus 5, des M2. Moi, de mon temps, c'était des 2 SS. Des M2. Ils sont agréés indirectement par l'intermédiaire des associations de CIF, à tel point que c'est un succès, l'association de CIF, qu'on a créé les associations de courtiers. Bon, donc justement, tout fonctionne bien, personne ne se plaint. Et juste un point. Emmanuel Moulin, le patron de la DGT. Bien sûr, oui. Il s'est prononcé. Et qu'est-ce qu'il a dit, Emmanuel Moulin? Merci à la DGT, mais c'est pas étonnant, puisqu'ils nous connaissent bien. Il a dit que je suis opposé, le 4 février 2023, je suis opposé à toute proposition visant l'interdiction de rétrocession. Bon. Voilà. Autre argument qui ressort de cette Retail Investment Strategy, c'est l'idée que sur un modèle de rétrocession, le conseiller d'investissement financier ne proposerait que les produits qui sont le plus rentables pour lui. Mais ça, c'est un argument que... La personne qui ferait cela serait la plus stupide et idiote qu'elle soit. Et je vous explique pourquoi. Si vous vendez le produit qui est le plus margé, est-ce pour autant le meilleur? Par hypothèse, non. C'est la question. Donc,
ça va induire deux effets. Le premier effet, c'est qu'on va avoir un épargnant qui va être insatisfait parce que les performances ne sont pas bonnes. Deuxième effet, c'est que les rétrocessions qui sont sur une assiette, donc puisqu'on a un produit qui ne fonctionne pas, l'assiette sur laquelle sont basées les rétrocessions va descendre. Un épargnant insatisfait, une assiette sur laquelle sont basées les commissions futures, mauvaise. Qui y gagne? Donc ce que vous dites, c'est que ce serait se tirer une balle dans le pied finalement de fonctionner comme ça? C'est stupide. Et pour preuve que ce n'est pas ainsi que cela fonctionne au niveau global, je ne dis pas qu'il peut pas y avoir, comme dans tout métier, des brebis galeuses, mais elles devront être sanctionnées et durement. Donc, mais celles qui ne font pas ça, une grande majorité, je veux dire, tous ceux que je connais, moi, donc ceux qui connaissaient des gens qui ne respectaient pas les règles du jeu, croyez-moi que j'étais ancien président de la CNCGP, bien sûr, il y avait des sanctions, il y a une commission de sanctions, et puis l'AMF aussi a une commission de sanctions, donc ils doivent être sanctionnés durement, mais c'est epsilonesque, si je puis dire ainsi. Et c'est quoi la meilleure preuve? Là encore, les chiffres, on a 90% des épargnants extrêmement satisfaits, à tel point qu'ils sont capables, conseillés par des chiffres, qui sont capables de nous proposer à leurs amis nos services en nous recommandant, avec une durée moyenne de détention de conseil qui est supérieure à 16 ans, pour une profession qui est toute jeune. Franchement, qui est lésé? On avance, Benoît Lombard, sur donc effectivement consultation publique en 2021. Nous sommes en 2023. Est-ce que cette fin des rétrocessions évoquée dans ce texte, Retail Investment Strategy, peut voir le jour au niveau européen et uniformisé du coup pour tous les acteurs du marché? Le RES, il vise à améliorer la participation des investisseurs. Donc, et il est multilatéral, il est multitexte et il va s'insérer dans tout un tas de réglementations qui ont été pensées, construites à l'issue d'après-négociations. Vous savez que la Commission est la seule entité au Parlement européen qui a la faculté de pouvoir proposer un texte. Il n'y a pas de, comme on dit en France, de proposition de loi. Il n'y a que de projets de loi qui viennent de la Commission européenne. Et puis, elle propose des textes, et là, s'instaure un trilogue entre la Commission, le Conseil, et puis les parlementaires européens. En l'occurrence, pour ce qui est des textes d'obédience financière, c'est la Commission Econ, donc du Parlement européen. Et puis là, on discute. Et là, on a discuté pour DDA. Là, on a un texte transversal qui doit être proposé assez rapidement, puisque, effectivement, si Mme McGuinness s'est prononcée a priori en faveur de l'interdiction des rétrocessions, contre les rétrocessions, si on veut, donc, mais sa position officielle, définitive de la Commission, elle devrait arriver le 5 avril. Peut-être même ultérieurement, il y a quelques sujets. Il y a des discussions là-dessus, mais pour l'instant, c'est le 5 avril. Oui. Pour l'instant, on a encore le 5 avril comme date ultime. Puis après, on va rentrer dans le cadre du trilogue. On va discuter. À nous de travailler avec les parlementaires européens, à nous de convaincre des parlementaires européens, à nous de convaincre les parlementaires français, et je remercierai les membres de la commission Econ français, du Parlement européen, qui sont tous derrière nous, à l'instar de la DGT, mais à l'instar aussi, indépendamment de la Direction générale du Trésor, des bras armés que sont l'ACPR et l'AMF, donc qui ne voient pas où est la difficulté, puisque la nouvelle présidente de l'AMF a estimé que ce n'était pas non plus un sujet aujourd'hui. Donc, arrivons en discussion. Et puis arrivons en discussion jusqu'à quand? Qu'est-ce qui se passe en 2024? Mme McGuinness exit. Elle devrait partir comme commissaire européen. Il y a un renouvellement des parlementaires européens. Donc, il y a un renouvellement de la Commission. Et il n'y aura pas de vote avant, vous pensez? On fera tout pour essayer, à supposer que cette position saugrenue soit retenue, donc on fera tout pour éviter qu'avant 2024, avant le renouvellement de la Commission, avant le renouvellement du Parlement européen, ce texte stupide s'applique. Qui n'a pas les faveurs de la France, qui n'a pas les faveurs de l'ensemble de l'Allemagne, qui n'a pas les faveurs, aussi un élément quand même fort dans la construction européenne, la France et l'Allemagne sont contre, donc mis à part faire plaisir aux Pays-Bas, et la présidente de l'IOPA s'interroge aussi, qui est aussi néerlandaise, donc dit que peut-être ce serait quelque chose qui pourrait être mis en avant. Donc l'IOPA, c'est l'instance de régulation européenne, supranationale, du monde des assurances. Mais faisons tout ce qui est dans notre possible, à supposer que le 5 avril, cette position soit tenue, pour essayer de repousser un texte saugrenu qui irait à l'encontre des intérêts de l'épargnant. Il nous reste quelques secondes, Benoît Lombard. Si jamais ce texte venait à voir le jour, à être voté, quel impact cela aurait-il sur le secteur français du Conseil en gestion de patrimoine? Je ne pense pas que le texte, le fond de ma pensée, pour discuter avec des parlementaires européens, pour discuter avec des instances de régulation, je ne pense pas que ce texte arrive, et je ne pense pas en tout état de cause qu'il soit voté, à supposer qu'il soit retenu par Mme McGuinness et la Commission européenne. Il n'y a pas que Mme McGuinness. Donc, si tel devait être le cas, il est évident que la transition se fera en douceur. Donc, mais in fine, l'épargnant aura toujours besoin de conseils. Ça lui coûtera plus cher. Qui sera pénalisé dans un monde extrêmement complexe, un monde juridique complexe dans lequel on réalise ces investissements, un monde fiscal complexe, un monde
au niveau macroéconomique extrêmement complexe. Je rappelais 2002, les 2 crises qu'on a connues. Un monde où on a plus que jamais besoin de conseils. Qui paiera? Eh bien moi je vous le dis, ça sera l'épargnant parce qu'il y aura toujours besoin de conseils. Le seul qui sera handicapé, le seul lésé dans l'histoire, sera l'épargnant. Donc on fera tout pour éviter que ce texte ne soit voté, à supposer qu'il soit présenté. Merci beaucoup Benoît Lombard d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de Maison Laplace. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous dis à très vite sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.